4 janvier 1994. Il est 20 h. Antoine Timi, ministre camerounais des Finances, le visage grave, les traits tirés. Il a l'air fatigué. Il va lire devant ses autres homologues ministres des Finances de la région UEMOA et BEAC le communiqué qui annonce que finalement, tous les États membres du franc CFA ont accepté de modifier la parité du franc CFA. On avait pensé que l'année 1993 était une année de galère, de colère, de misère. Mais l'année 1994 nous envoie tout droit dans les cimetières. Chers amis, merci d'être présents. Bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, 1994, numéro 16. Je commence par dire bonjour à tous mes amis de Madrid, en Espagne. Merci pour le mot. Vous m'avez fait signe et vous me faites honneur comme cela de me saluer à travers Facebook. Tout le plaisir est le mien, mes amis. Et aussi à mes amis qui sont au Maroc. Merci beaucoup mes chers compatriotes et bien sûr à toutes ces autres personnes qui suivent cette capsule qui ne sont pas camerounais mais qui sont amoureux du Cameroun, soit par alliance, soit juste par curiosité. 1994, on est à Dakar. Antoine Timi, il est le représentant de tous les ministres des Finances de la région ouest-africaine et centrafricaine. C'est à lui qu'il revient de lire le communiqué triste. En fait, il vient dire à tous les Africains que finalement, la France a eu raison sur ses colonies. Il vient dire à tous les Africains que oui, on a failli. Édouard Balladur, le Premier ministre français, dira que c'était incontournable, qu'il n'avait d'autre choix, qu'il n'y avait plus d'argent et que tout le monde retirait ses capitaux. Et jusque-là, il n'y avait pas de consensus, bien sûr, à travers tous les gouvernements franco-africains. Personne n'avait l'intention d'accepter cela, c'était inacceptable. Mais à la fin, la France aura eu raison. Et bien désormais, le franc français vaut le double du franc CFA. Vous imaginez-vous quelqu'un qui disait au quartier, eh bien je suis millionnaire, et qui se lève le 5 janvier en étant demi-millionnaire. Ah oui, vous n'êtes plus millionnaire. Ou vous fûtes millionnaire. Le lendemain, les millions de foyers de Camerounais vont voir leur pouvoir d'achat s'effondrer. Les Camerounais, et bien sûr avec leurs frères africains francophones, vont ressentir comme un coup de poignard dans le dos, ascerné par ce colonisateur. On avait eu la colonisation. On avait eu la loi cadre, on avait eu les indépendances et maintenant on a la dévaluation du franc CFA. Eh bien, que nous reste-t-il? La mort, les cimetières. Cette année-là, beaucoup d'Africains vont se suicider, beaucoup de familles vont être en deuil, mais cette année-là, beaucoup d'Africains ne verront pas l'année 1995. Et c'est la France qui nous prend la dernière centime qui reste. Cette année-là, les Africains ont compris que désormais, ils avaient un ennemi commun qui s'appelle la France. La haine pour la France n'a jamais atteint son paroxysme cette année-là. D'ailleurs, beaucoup de Français dans certains pays francophones ont bien vite fait de plier bagages, d'aller un peu chez eux, le temps de laisser à l'Afrique francophone sa douleur, de panser ses plaies, d'enterrer ses enfants. Et c'est d'ailleurs aussi la même année, en 1994, que le consulat français va avoir un nombre explosif de demandes de visa de Camerounais qui veulent aller en bain. Ah ouais. Tout le monde veut partir. Bien sûr, le pays ne vaut plus rien, la monnaie ne vaut rien, le salaire ne vaut rien. Pourquoi rester? Et puis, comme c'est l'autre qui nous pille, on va aller chez lui. Hein? Ah ben oui, on va aller chez lui. Et moi-même, je voulais aller en bain. Je me souviens mon père qui me disait, la France n'est pas le pays qu'il faut y aller. Ça ne vaut vraiment pas la peine.
c'est des connards. Il avait raison. C'était doublement des connards. 1994, le président du Nigeria, un général fou, Sani Abacha, va agresser le Cameroun dans sa presqu'île de Bakassi. Bakassi nous appartient. C'est un territoire camerounais. Les frontières sont intangibles. Il y a donc le principe d'intangibilité, inviolable. Mais Sani Abacha, lui, il s'en fout. Il a décidé que, selon lui, et selon la rumeur, les gendarmes camerounais seraient en train d'emmerder les pêcheurs nigérians qui sont sur la presqu'île de Bakassi et qui sont tolérés par le sous-préfet qui est là-bas. Et pour le gouvernement nigérien, nous n'avons pas droit d'y être. Et Sani Abacha, lui, il ne lit pas les textes, il ne connaît pas les accords, il ne connaît visiblement pas les frontières depuis 1960, il ne connaît pas le principe d'intangibilité. Ah ben il envoie les troupes et Paul Biya va aussi riposter en envoyant des troupes. Mais toutefois, même s'il y a une guerre entre les deux pays et que de part et d'autre, des Camerounais perdent leur vie, des Nigérians perdent la leur, Paul Biya va quand même avoir cette idée sage que de consulter la CJI, la Cour internationale de justice de la Haye, et il va donc demander à ses homologues nigériens de calmer leurs armes afin que le tribunal international puisse se prononcer sur la situation de Bakassi. Nous allons continuer nos capsules et on verra bien sûr comment le problème sera réglé. Mais en attendant, des Camerounais meurent à Bakassi. Chapeau aux soldats camerounais qui ont laissé leur vie là-bas. 1994, le Pari Mutuel Urbain Camerounais va faire ses premières armes au Cameroun. Paul Biya va accréditer une loterie dans son pays alors que sa population a de la difficulté à manger, alors que sa population a de la difficulté à survivre. Le contrat entre le PMUC et l'État du Cameroun, c'est simple. Accroissement des sources de financement du budget de l'État et création de l'emploi. D'accord. Bien sûr que le PMUC a eu un accord avec l'État. Mais lorsque le PMUC lance son premier tiercé, rappelez-vous, les Camerounais sont dans la misère. Beaucoup d'hommes au Cameroun vont penser que leur salut viendra de la loterie. Ils vont se lancer dans ce tiercé, cherchant dans ce trio, ce cheval gagnant. Et malheureusement, beaucoup de foyers vont sombrer encore dans la pauvreté. Les Français, avec le Pari Mutuel Urbain, vont exploiter les Camerounais jusqu'à la moindre centime, délaissant ainsi des familles dans les rues, des propriétaires qui vont chasser des locataires qui ne payent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais parce que monsieur est allé jouer au tiercé et a ainsi fini la cagnotte familiale au point où il est endetté davantage et a demandé l'argent à sa femme, des réunions pour continuer d'aller jouer à la loterie en disant toujours qu'il va gagner le tiercé, en promettant de gagner, en disant qui voit le gain, qui voit la victoire, ils deviennent experts des chevaux. Ils ne gagneront pas, ils vont se ruiner à la loterie et beaucoup de familles seront à la rue. Le Pari Mutuel Urbain Camerounais, c'est la plus belle arnaque de 1994 que Paul Biya a accepté, car il savait très bien que ces argents que les Camerounais n'avaient pas et que les Camerounais versaient à cette entreprise française, eh bien ces argents ne profitaient pas aux Camerounais, même si en retour l'État du Cameroun en tirait une partie, mais ça profitait à la France, à cette famille richissime de Français qui ont ainsi exploité les Camerounais qui n'avaient plus rien. Shame on you. De la honte. Lorsqu'un pays va mal et que ses citoyens n'ont rien et qu'ils ont subi près de 80% de baisse de leur salaire, comment pouvez-vous accepter que la loterie soit là? Bien sûr, on a présenté quelques Camerounais à la télévision, on a dit que c'était des gagnants, on le sait très bien que ça a été monté et que ces gens n'ont jamais gagné et que pour quelques billets, ils sont allés à la télévision, on dit « Ouais, j'ai gagné à la loterie, j'ai joué au Pari Mutuel et 20 Camerounais, j'ai gagné et puis ma famille et moi, on a eu des maisons, on a eu des gna 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 gna. » Bullshit. C'est comme cela que j'ai des oncles qui sont jetés là-dedans et qui ont perdu femmes et enfants et maisons et qui aujourd'hui n'ont plus jamais retrouvé leur dignité. Et j'en ai même connu qui sont morts dans leur solitude. Parce que le Pari Mutuel Urbain Camerounais, et ça beaucoup de Camerounais ne le savent pas, il y a des milliers de Camerounais qui ont perdu leur vie en essayant de trouver le cheval gagnant. 1994.
c'est la Coupe du Monde aux États-Unis. Le Cameroun est dans le groupe B, avec le Brésil, la Suède et la Russie. C'est la Coupe du Monde la plus désastreuse que le Cameroun ait jamais participé. Je souris parce que cette Coupe du Monde-là, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment fait marrer. Alors, la Coupe du Monde a lieu aux États-Unis. Le Cameroun est en pleine crise économique. Paul Biya n'a pas les moyens. Alors, Paul Biya va avoir une idée quand même assez sage, quoique saugrenue, d'organiser une quête dans laquelle Paul Biya sollicite la solidarité de tous les Camerounais afin de pouvoir aider les Lions indomptables, puisque le Cameroun n'a pas les moyens pour être capable de pouvoir prendre en charge toute la délégation camerounaise qu'on sait pléthorique. Eh bien, il va y avoir donc un géant coup de cœur. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va apparaître pendant ce moment-là, un certain Donatien Coigne, le tout premier homme d'affaires camerounais féman, parce que c'est ce qu'il faut vraiment le dire, hein, un véritable féman, qui va débarquer à l'aéroport de Bafoussam avec un Falcon, un avion privé. Tous les chefs traditionnels de tous les villages de l'Ouest vont venir lui serrer la pince pour avoir ce qui reste dans sa valise en termes de francs CFA. Ce Donatien Coigne va offrir 10 millions de francs à la cagnotte coup de cœur que le Cameroun organise. Et là, on va se dire, mais c'est qui ce gars? Ah ben c'est un homme d'affaires camerounais qui a fait fortune, qui a un jet privé. Écoutez, il est reçu quasiment comme un président de la République. On reparlera de Donatien Coigne une autre fois dans la rubrique des Fémans du Cameroun. Parce que Donatien Coigne, aujourd'hui, repose au pays de ses ancêtres, et sa sœur et quelques membres de sa famille, malheureusement. Comme quoi, parfois, l'argent, c'est bon, mais quand il est propre, c'est mieux. Revenons à notre Coupe du Monde aux États-Unis. Le ministre de la Communication, à cette époque-là, s'appelle M. Konchu Kwomeni. Il est donc chargé de porter la mallette diplomatique dans laquelle se trouve l'argent qui va donc servir à payer les primes des joueurs aux États-Unis. La Coupe du Monde aux États-Unis commence avec les mêmes joueurs qui avaient marqué les buts à la Coupe du Monde en Italie, c'est-à-dire Oman Billy qui va encore marquer un but contre la Suède, Roger Mila qui va encore marquer un but contre la Russie, et il y a un certain MB aussi, je pense que le Cameroun sort de là avec 3 buts. Ce n'est pas tant la performance des Lions qui intéresse parce que comme elle était désastreuse, voilà, on oublie très vite. Mais ce qui est très intéressant en 1994, c'est qu'il y a une mallette dans laquelle il y a de l'argent attitré à des joueurs. Quoique leur performance ait été désastreuse, mais ce n'est pas ça le problème, ils doivent être payés car les joueurs, c'est comme des soldats. Ils représentent un pays, ils s'en vont en guerre, ils ont besoin d'être payés, quelle que soit la performance. Mais le Cameroun, c'est le seul pays au monde où il arrive tout et rien. Le Cameroun, c'est le pays béni par ses ancêtres. Vraiment, un pays bizarre. La mallette dans laquelle l'argent se retrouvait a disparu. Et le ministre Konchu Kwomeni, dans une conférence de presse, au cours de laquelle les journalistes étaient curieux de savoir que les joueurs n'avaient pas reçu leur prime, le ministre de la Communication, Konchu Kwomeni, va, de manière aussi surprenante, dire tout simplement que la valise a disparu entre Paris et New York. Aussi simple que ça. Un jour, je pense en 2016, j'ai fait un voyage Montréal-Paris. J'ai eu la chance que mon avion passe par New York, l'aéroport Kennedy. Lorsque nous avons quitté New York, il était tard, il était 21h. On allait à Paris, on allait atterrir à Paris à 6h ou 7h du matin. Quand on était dans le ciel entre New York et Paris, je vous jure, je regardais dans le hublot pour voir si par hasard, je pouvais voir la valise diplomatique du Cameroun qu'on cherche tant, parce que moi, en 1994, j'avais 17 ans. J'étais en classe de première au collège Afrique-Saker. Et je me disais, c'est pas possible qu'une valise puisse avoir disparu entre Paris et New York. Alors,
plus vieux, je me suis dit, ah ben tiens, c'est dans ce trajet que le ministre Kontio Koomini avait perdu sa valise. Alors là, j'étais dans le hublot comme un enfant. Non mais ne sait-on jamais, la valise pourrait se retrouver là et je pourrais peut-être envoyer ma main l'attraper et de ramener ça au Cameroun et dire aux Camerounais, ah tenez, j'ai retrouvé la fameuse valise qu'on cherche depuis 1994. Non mais n'importe quoi, du vrai n'importe quoi. 1 milliard ont disparu. Notre pays a une gestion déjà questionnable. Les autorités qui gèrent le pays sont questionnables. Il va même falloir qu'une valise pour l'argent qui va à des joueurs soit aussi questionnable. C'est inacceptable. C'est désolant. Ça fait mal, c'est une honte pour nous quand on est Camerounais. Parce que comment voulez-vous que le monde entier nous perçoive? Comment voulez-vous que le monde entier puisse penser que nous sommes des êtres honnêtes? Non. Lorsque vous êtes Camerounais, tout de suite à l'international, on vous étiquette malhonnête. Nos aînés, ceux et celles qui nous ont précédés, ont tellement fait du mal que nous autres, quand on arrive, eh bien, personne ne nous fait confiance parce qu'on est Camerounais. Toutefois, la Coupe du Monde sera magnifique parce que le Cameroun hérite d'une poule assez intéressante. Il y a le Brésil, il y a la Suède, il y a la Russie. Ce qui est intéressant, c'est que dans la poule du Cameroun, il y a la Suède qui va atteindre quand même la 3e place. C'est quand même intéressant de voir que le Brésil va atteindre la finale, il va la remporter. C'est quand même le groupe du Cameroun. Il va y avoir un Stoichkov que les Camerounais vont découvrir, un joueur bulgare, parce que la Bulgarie avait été la sensation de ce mondial 94. 1994, dans le but de renflouer les coffres de l'État, eh bien, Paul Biya va instituer désormais une taxe de péage. À tous les barrages, on doit débourser la somme de 500 francs pour passer. Il dira que cet argent recueilli au barrage va donc servir à l'entretien et l'aménagement des axes routiers du Cameroun. Nous sommes en 1994. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais les routes n'ont jamais été aussi mauvaises depuis 1994. Les Camerounais attendent toujours de voir quelles sont les infrastructures qui ont été rénovées ou aménagées, parce que l'axe routier Douala-Yaoundé, pour l'avoir fait 3 fois au Cameroun, j'ai failli mourir. Les Camerounais en meurent tous les jours. L'axe routier Yaoundé-Bafoussam, c'est encore terrible. L'axe routier Douala pour aller à l'ouest, c'est encore terrible. L'axe routier Yaoundé pour aller à Ebolo-Vambalmayo, c'est encore catastrophique. L'axe routier pour partir de Yaoundé pour le nord, n'en parlons plus. Les Camerounais payent des taxes depuis 1994. Ça fait 26 ans. À quoi servent donc tous ces taxes récoltées à même les barrages? Monsieur le Président. 1994, Paul Biya a toujours besoin d'argent. C'est fou, hein? Paul Biya a toujours besoin d'argent. Alors Paul Biya va donc vendre les parts de l'État, de la Sodo Coton, à l'homme d'affaires milliardaire Dampulo. 1994, c'est la réforme fiscalo-douanière de l'UDA, l'Union douanière des États d'Afrique centrale. Grosso modo, les pays de la sous-région vont décider en 1994 une normalisation des taxes douanières de tous les pays en ce qui a trait au commerce intercommunautaire. Je vous épargne tous les TEC, les taux préférentiels aussi généralisés. Bref, sachez qu'il fallait qu'on harmonise tout pour que lorsque vous partez du Cameroun pour le Gabon ou pour la Centrafrique avec une marchandise, il fallait qu'au niveau des douanes, qu'il y ait une normalisation des taux. Ainsi, il n'y aura plus de surprises et on évite aussi, bien sûr, la corruption. Nos frères du sud-ouest et du nord-ouest avaient déjà lancé ce qu'ils ont appelé le Hall anglophone le 2 au 3 avril à Buea. Ils s'étaient réunis parce qu'ils estimaient que depuis 1961 à 1972, eh bien, tout allait bien. Le jour de la réunification en 1972, tout va mal. Ils ont essayé de faire un bilan de 61 à 94, presque 33 ans. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont donc trouvé un certain nombre de choses qui ne leur conviennent pas. Par exemple, la discrimination au niveau de l'emploi, l'inégalité des chances des anglophones par rapport aux francophones, l'absence de la promotion au niveau de l'entrepreneuriat pour les anglophones, le très mauvais état des routes.
Ils estiment qu'avant la réunification, leur route était belle, mais que depuis cette réunification, jusqu'en 1994, eh bien, le constat pour eux est alarmant, les routes sont en mauvais état. Violation des libertés et droits de l'homme, emprisonnement injustifié, arrestation arbitraire, la dissolution de la section anglophone de l'ENAM. Eh bien, les anglophones vivent une discrimination, mais les francophones, on ne le voit pas. Parce que bien évidemment, à un moment donné, on a oublié qu'ils étaient anglophones, car la différence quand même qu'il y a entre nous, même si nous sommes tous Camerounais, elle est quand même linguistique. Un anglophone, pour vous dire la vérité, il aimerait bien regarder la Première Ligue, il s'en fout du championnat français. Un anglophone, il aimerait bien suivre ses études de droit en anglais. Un anglophone, il aimerait bien aussi faire ses études de médecine en anglais. Un anglophone, il aimerait faire la même chose que font les francophones en anglais. Et être bilingue après. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun. Très souvent, on leur oblige à suivre certains programmes unilingues en français. Et ça, c'est injuste. On a donc poussé tellement notre arrogance tellement loin qu'à un moment donné, eh bien, la goutte d'eau, elle a débordé le vase. Et cette goutte d'eau, aujourd'hui, elle a une coloration, eh bien, c'est rouge. Ce n'est plus une goutte d'eau, c'est devenu une goutte de sang. Autrement dit, nos frères anglophones n'ont jamais été entendus. 1933, 1994, ça fait 61. 1970, 1994, ça fait 24. 1933, 1970, ça fait 37. Eh bien les amis, le 61, c'était l'âge de Paul Biya. Donc 1933, 1994. En 1994, Paul Biya, il a 61 ans. 1970-1994, c'est Chantal Vigourou. Elle a 24 ans. 1933-1970, c'est 37. 37 ans, c'est la différence d'âge qu'il y a entre Paul Biya et sa future femme. Paul Biya est amoureux. Il y a l'amour dans l'air. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Je me suis pincé souvent. 13 février 1993, Paul Biya a 60 ans et il fête son anniversaire. Ça fait 1 an que Jeanne Irène Biya est décédée. Paul Biya est seul, c'est un veuf. Il y a une marmaille de femmes autour de lui, mais il ne les regarde pas. Et ce jour-là, son neveu va donc se déplacer pour son anniversaire. La femme de ce neveu connaît une jeune fille qui a 23 ans. Elle s'appelle Chantal Pulchéry Vigourou. Alors la femme du neveu du président va dire « Chantal, veux-tu bien m'accompagner à la présidence? On s'en va à l'anniversaire de Pépé. » Pépé, Popol, Popol, oh, Sugar Daddy. Ah, viens-t'en, on s'en va au palais de l'unité. C'est ainsi donc que Chantal Vigourou va mettre ses petits talons, voilà, comme une fille toujours très contente avec le Mont Cameroun sur ses cheveux. Et elle va donc croiser le regard d'un papy. Quand Paul Biya va voir Chantal, il va penser à cette chanson de Félix. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Je me suis... Et terminé. Ce jour-là, le sort de cette fille est scellé. Un véritable conte de fées. 11 avril 1994, Paul Biya va convoler en seconde noces avec Chantal Pulchéry Vigourou, qui deviendra Chantal Biya, mesdames et messieurs. Je le suis encore. Eh bien, qui est Chantal Biya?
Chantal est née un 4 décembre 1970 à Dimako. Personne ne connaissait Dimako, jusqu'à ce Chantal bien arrivé au palais. Désormais, tout le monde connaît Dimako. Dimako, c'est une petite commune dans l'arrondissement de Batory, dans le département de KDI, dans la région de l'Est. Sa mère, une belle femme de l'Est, qui est tombée dans l'œil d'un forestier français, et les deux ont donné la belle Chantal Pulchéry. Une belle femme, belle mulâtre. Et le forestier français va se barrer. Alors voilà maman qui est là avec une belle fille sans papa. Elle va quitter Dimako pour aller habiter Yaoundé. Sa fille va essayer de faire des petits boulots, coiffeuse, serveuse, mannequin. Bon, je ne sais pas pour quel styliste, mais toujours est-il qu'elle va se débrouiller comme toutes les jeunes filles de Yaoundé, en sortant avec, vous savez, Yaoundé c'est la capitale des fonctionnaires, des diplomates, des hommes d'affaires. Non, les hommes d'affaires c'est à Douala. Les diplomates, des fonctionnaires, des ministres, vous savez, ces gens toujours en veste-cravate, puis qui savent tout, et qui volent aussi en passant. On le sait bien après que c'est des voleurs. Mais bref, elle va donc comme ça avoir quelques aventures, ça et là. On la soupçonne d'être sortie avec un taximan, avec un homme d'affaires. On s'en fout, toujours est-il qu'elle a des jumeaux qui n'ont pas de père. Mais aussi on s'en fout parce que la fille, elle a un destin. Et elle va donc croiser le président qui va prendre cette femme comme épouse. Mais en fait, mes chers amis, vous comprenez très vite que Paul Biya avait envie d'exprimer sa masculinité enfin. Paul Biya voulait être le seul coq dans la basse-cour parce qu'on vient de comprendre que Jeanne-Irène Biya était une femme plutôt austère et autoritaire. N'oubliez pas, Jeanne-Irène Biya c'est une benguiste. Elle vient de la France. Vous savez, ces femmes-là, quand elles arrivent au pays, elles fonctionnent comme des Françaises. Paul Biya a de la difficulté à s'en sortir dans cette relation. Les deux se ressemblent trop, c'est-à-dire secrets, renfermés, distants. Chantal, c'est une folle. Elle est folle. Elle ricane, elle aime tout le monde, elle est exubérante, elle est extravagante, elle est sympathique, tout le monde l'aime. Ah ouais, Chantal, ah ouais. Et elle a la chance, Popol la laisse faire ce qu'elle veut, et en retour, elle offre à Popol sa fontaine de jouvence. Paul Biya n'est pas seulement un sugar daddy, il devient un daddy sugar. Réponds à toutes tes demandes, afin que tu ne manques de rien. Faire le tour du monde avec toi, j'aimerais que nous découvrirons d'autres mondes, que nous sachions comment vivent les autres avant que les glaciers ne s'effondrent. Il va aimer cette jeune fille parce qu'en fait, avec elle, il est libre. Il peut dire ce qu'elle veut, elle ne sait rien, elle ne s'en mêle pas. Que dans la politique, c'est quoi les politiques? De quoi tu parles? J'en sais rien. Les discours chanteux, tais-toi, t'as rien à dire. Popol a la paix, enfin, c'est un homme dans sa masculinité. Il peut enfin laisser aller, sa verve exploser, sa testostérone. Voilà enfin l'adrénaline qui coule dans les veines de cet homme de 61 ans qui retrouve sa jeunesse de 31 ans. Popol revit. Popol veut couper les liens entre Jeanne-Irène Biya et Chantal Biya. Il veut une femme dont lui seul a le monopole. Et ça marche bien. Chantal est une fille du pays. Elle est au beau, elle est au pays. Vous savez, les filles du pays, c'est apparemment les meilleures. Elles sont soumises, elles écoutent. Comment? Elle fait ce que tu veux. Elle n'est pas là dans les grands principes de liberté de la femme, d'émancipation de la femme. Vous savez, moi j'ai des droits, blablabla. Bla. Non, chérie, qu'est-ce que tu veux du tarot? Je te le fais ce soir. Tu veux manger du cuit? Il n'y a pas de problème. Tu veux le bongo chobi? Je te le fais. Tu veux le kwam? Il n'y en a pas de problème, monsieur le président. Tu veux le kwanzap? Je te fais le kwanzap. Tu veux le ndolé? Je te fais le ndolé. Il y a quoi? Il y a quoi? Pas de principe de chérie. Je suis rentré au travail. Je suis fatigué. Non, mais toi aussi, tu devrais m'aider, mon amour. Mais tu sais, on est deux dans la maison. On devrait travailler ensemble. Oh non! Popol veut une femme soumise et ça marche. Le problème après, c'est que Chantal Biya, elle a vite appris. Hein. Et d'ailleurs, nous sommes en 1994. Elle a juste 24 ans. Non, ce n'est pas la copine de Franck Biya. C'est la femme du président de la République. Elle va vite apprendre, cette fille-là. Elle est aujourd'hui la présidente d'honneur du parti RDPC pour les femmes. Elle a sa propre fondation qui, en passant, est financée par Bolloré. Oh, j'ai rien dit.
Et Bolloré, il a des accointances avec le président de la République. Sa fondation est d'utilité publique. Oh que oui. Elle fait donc ce que font toutes les premières dames, c'est-à-dire du social. Elle coupe des rideaux, elle chante des petites chansonnettes aux orphelins. Elle est la maman du peuple et Paul Biya est amoureux. Chantal Biya va rendre jalouse toutes les femmes qui étaient auprès du président. On comprendra que la petite fille de Dimako, qui n'avait plus de papa puisque ce dernier s'est en allé, qui a erré ça et là un peu à Yaoundé, aujourd'hui elle est au palais de l'unité. Eh bien, il y a de quoi rendre jaloux toutes les femmes et rendre heureux tous les passionnés d'histoire comme moi et tous les scénaristes de films du monde entier. C'est un véritable conte de fées. Que va donc-elle devenir, cette femme au visage voluptueux, ce visage rond, ce corps sexy qui fait donc frémir Monsieur le Président de la République? On va le savoir, mais tout de suite je vous dis en passant qu'il paraît qu'elle va faire 2 enfants. Je vous le prédis, on est en 94 là. Moi je vous le dis là, elle va faire 2 enfants. Une fille et un garçon. Ça, mon petit doigt me le dit qu'elle va faire 2 enfants. On va le voir. Mais en attendant, Paul Biya est amoureux. Mes chers amis, ne soyons pas jaloux. Célébrons donc le bonheur de Monsieur le Président. Il a enfin une femme à sa hauteur. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Dans la tête de Paul Biya, 1994, numéro 16. J'ai été invité au mariage du président. On se reparle demain. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Je me suis pincé souvent, je le sais, réalisant que mon bonheur est immense. À ce moment, je dépose la semence qui fera de nous de meilleurs amants. Je ne t'abandonnerai jamais, je le promets. Je serai toujours là auprès de toi. Répondre à toutes tes demandes afin que tu ne manques de rien. Faire le tour du monde avec toi, j'aimerais que nous découvrirons d'autres mondes, que nous sachions comment vivent les autres avant que les glaciers ne s'effondrent. Te souviens-tu chaque fois à l'arrivée de l'automne, on allait dans le champ du voisin, on faisait l'amour sur des feuilles mortes, on avait peur mais c'était excitant. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Dans mon cœur, t'es toujours la plus belle. Amoureux de toi, je le suis encore. Aucune femme au monde n'est aussi belle que toi. La plus de la pureté de tes mots font de moi un homme que je ne suis pas. Avec ce cœur plein d'amour, il serait important que nous ayons un jour des enfants. Un beau garçon et pourquoi pas une fille, et même un animal de compagnie. On quittera la pollution de cette métropole, on ira s'installer en campagne, on bâtira la maison de nos rêves, on le fera au bord d'un